Par une table ronde qu'on n'a pas voulu nommer table ronde, mais regard croisé. Et pour ça, je vais appeler à la barre les 5 intervenants que je vais ensuite vous présenter. Bonjour Jean-Claude. Vous allez bien? Ça va? On se connaît, on se connaît. Je vous présente d'abord les participants, puis après on va essayer d'édicter un peu les règles du jeu. Marie-Pierre Duchemin, qui représente aujourd'hui le conseil départemental de la Nièvre, mais qui occupe également la fonction de directrice de la MDPH. Madame Leca, qui est chargée de mission à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui est en poste dans le département à Nevers, et qui a en ce moment en charge la coordination avec M. Dindot du PTSM, du plan territorial de santé mentale. Nous démarrons. Nous avons mis en place le comité de pilotage il y a 15 jours, et donc nous sommes en train de travailler, de constituer les groupes de travail. Audrey Dallaval, qui représente, alors je vais pas regarder mes notes, la Fédération des acteurs sociaux de Bourgogne-Franche-Comté. Avant, on connaissait la FNARS. Alors la FNARS n'existe plus, elle a changé de nom. C'est la Fédération des acteurs de la solidarité. C'est pas ce que j'ai dit? Elle me reprend. Ah oui, non, 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 Fédération des acteurs de la solidarité. Voilà. Hein. Alors, qui ne connaît pas Jean-Claude Guillaume, mais peut-être lui d'ailleurs, je ne sais pas. Jean-Claude Guillaume, pédopsychiatre, qui a longtemps, très longtemps, ou pas assez longtemps, travaillé comme seul pédopsychiatre dans la Nièvre, et qui en ce moment intervient entre autres à la MDPH. Ailleurs, peut-être Jean-Claude? Oui, bon, bah, peut-être vous pourrez en dire deux mots. Et puis Roger Drouet, je ne vous le présente plus, puisque il s'est déjà présenté lui-même ce matin en ouverture de ce colloque, président du Maïs. Alors, notre volonté, c'était à la fois d'avoir effectivement des représentants de nos administrations, financeurs, conseil départemental, ARS, d'avoir deux représentants de mouvements de travailleurs sociaux, pour l'un et pour l'autre, et puis celui qui peut-être pourra un peu mieux défendre les intérêts de la personne, du patient, du sujet. On a pas mal parlé de sujet ce matin, à savoir Jean-Claude Guillaume. On a pris un titre, Plan territorial de santé mentale et parcours singulier. Alors déjà, il y a une petite opposition là-dedans, ou une question. Est-ce que l'on pourra effectivement faire que dans ce plan territorial de santé mentale, en dehors de la coordination et de l'amélioration des dispositifs, au bout du compte, celui qui en tire bénéfice, ça soit effectivement la personne en souffrance psychique? Ça, c'est peut-être la question un peu générale. On s'était amusé avec Claire à écrire des questions. Ben, je crois qu'on ne va pas en tenir compte, en fait. Enfin, on va voir. On va plutôt se faire ça un peu... Oui, je vous en prie, vous, monsieur Drouet. Hein. Oui, oui. Et, bon, on va essayer d'être un peu interactif. Et la salle peut participer à cet échange. Enfin, je le souhaiterais vraiment. Donc, n'hésitez pas. Il y a des gens qui vont être à l'affût. Enfin, je l'espère, avec des micros. Et on ne va pas attendre la fin de cette table ronde par ronde pour éventuellement échanger avec vous également sur ces différentes questions. Alors, je sais bien que quand on intervient dans ce genre d'exercice, on a toujours tendance à préparer un document, mais on va essayer d'éviter que cette table ronde ne soit que l'enfilade de lecture individuelle et plutôt des échanges un peu interactifs. Même si, à un moment donné, il faudra bien qu'on fasse le point sur certaines choses. Comment? Oui, oui, avec vous, il n'y a pas de risque, docteur, je sais. Oui. Pas de problème. Alors, ma première question, c'était, mais finalement, c'est quand même intéressant d'y revenir un petit peu. Euh, vous avez entendu ce matin, quand Michel Chauvière nous a parlé un petit peu de l'histoire et d'évolution du paysage social et médico-social français. On voit bien qu'on est passé par beaucoup de temps de réglementation, de lois, etc. Là encore, si on vous parle de PTSM, c'est parce que c'est le résultat d'un décret de juillet 2017 qui effectivement nous demande à nous partenaires d'essayer de faire le point sur les forces en présence, les dispositifs, faire un diagnostic, et ça sera d'ailleurs le premier niveau de notre groupe de travail, partager ce diagnostic
afin d'essayer de trouver des pistes d'amélioration. Alors bien sûr, on peut parler également de Pifto, du futur projet Séraphin. Il y a tellement de choses qui nous arrivent d'en haut en ce moment qu'on essaye de s'adapter. Mais peut-être que ma première question serait de vous demander si, selon vous, l'évolution massive de cette réglementation fait qu'on va vraiment arriver à une meilleure articulation des dispositifs territoriaux. Et peut-être vais-je m'adresser à Marie-Pierre, qui, bien sûr, du côté de la MDPH, est en charge de cette coordination, articulation. Je vais essayer de vous répondre. Je trouve qu'effectivement, la première question, vous la maintenez. Et c'est vrai qu'on est envahi de dispositifs, hein. Mhm. Et il faut absolument qu'on se centre sur des projets. Et notamment le projet, entre autres, hein, puisque c'est un des projets qu'on est en train de mener et pour lequel on va tous vous solliciter, c'est Réponse accompagnée pour tous. On est vraiment centré sur l'usager. C'est-à-dire que l'usager a beaucoup de choses aussi à nous dire. Et là, je pense que si on adopte tous au niveau territorial une démarche commune en associant l'usager, il me semble qu'on aura gagné aussi en efficience. C'est-à-dire que là, on voit bien que la coordination est présente. On a vraiment un département qui est petit, qui peut travailler ensemble. L'ensemble des partenaires sont fortement engagés. Mais il me semble que l'usager, en tant que connaissance, en tant que compétence, peut vraiment apporter des éléments forts. Et c'est ce que nous, on vit, et vous aussi, tous les jours, dans les récits de vie, dans les problématiques, dans les ruptures que l'usager peut rencontrer. D'accord, donc vous êtes optimiste. Mais écoutez, je pense qu'il faut être optimiste. Ouais. Parce que si on veut continuer à travailler, on doit tous s'engager, on est tous engagés. Et je ne lis pas forcément ça. Bien sûr, il y a les financements, je le conçois. Mais je pense que au regard de toute cette perspective de l'historique, mais aussi de l'évolution, moi, je suis assez optimiste dans la place de l'usager. On voit bien que les différents textes, pour nous, sont extrêmement importants en France. En l'occurrence, quand on voit les luxembourgeois, où les textes sur l'usager sont beaucoup moins importants, la place et l'inclusion de l'usager est beaucoup plus forte. Donc, ce n'est pas forcément les textes qui vont nous permettre, je dirais, d'aller plus loin, mais en tout cas, c'est un état d'esprit partagé qui nous permettra certainement de gagner une victoire sur cette place et sur l'inclusion. D'accord. Bah, on l'espère en fait, hein, on l'espère tous, parce que au bout du compte, les dispositifs, c'est une chose, la réglementation en est une autre. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir les moyens de travailler avec la personne. Ce qui me fait un peu peur dans toutes ces réglementations, c'est quand je vois l'apparition de... Alors, les référents de parcours, on n'a pas entendu Pifto pour parler de la référence et des parcours. Ce qui me fait un peu plus peur, je l'ai déjà dit dans d'autres endroits, mais c'est le gestionnaire de cas. Alors maintenant, il y a même des formations de gestionnaire de cas. Mais là où ça pète grave, c'est quand dans certaines associations françaises, ces mêmes gestionnaires de cas, on les appelle des case managers. Et les mecs, ils se pointent dans les réunions avec une carte de visite. Moi, je suis case manager à l'APF, par exemple, pour ne citer qu'un exemple. Ça fait un peu froid dans le dos. C'est-à-dire que dans ces nouvelles fonctions qui font partie de nouveaux dispositifs, et là, je m'adresse à Jean-Claude Guillaume, quelle est la place de la personne? Moi, je parle pas trop d'usagers, mais bon, je sais bien que dans les textes, on parle d'usagers. Mais Oui. je pense que Jean-Claude Guillaume va préférer nous parler de la Bon, je vais personne. essayer d'être rapide, on n'a pas beaucoup de temps. Déjà, je m'excuse de ne pas avoir pu être là ce matin parce que j'aime pas prendre la parole quand j'étais pas présent dans les discours précédents. Mais bon, la place de l'usager, j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, à la fois la place de l'usager tout de suite, mais aussi la pérennité. Hein, parce que, effectivement, on est dans un. Je crois qu'il faut disjoindre les paroles circulantes hein, avec les actes posés. On a une surabondance de paroles et de principes et de consignes et une sous-abondance de réponses. Parce qu'effectivement, quand un usager parle, il faut l'entendre. Et il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'entendre, quelqu'un qui fasse quelque chose avec sa parole. Et c'est bien là que c'est difficile, hein, parce qu'on connaît le manque de moyens et le manque de technicité aussi. Et moi, je suis très ravi d'être là parce qu'on parle de réseau, on parle de groupe. Effectivement, il faut qu'il y ait des groupes horizontaux de professionnels. Il faut que les clivages entre pédagogique, que la notion de diagnostic soit aussi bien pédagogique, éducatif que psychique. Hein, et que l'évolution du socius est complexe. Hein, les pathologies qu'on appelle nous archaïques, c'est-à-dire des défauts premiers de contenance,
pèse lourd dans la pathologie actuelle, avec des sigles plus ou moins, là c'est comme les mots, ça abonde, hein, les TED, les TAD, les machins, les TDAH, qui ne veulent pas dire grand-chose en fait, sinon des rubriques un peu globales. Et justement, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on fait beaucoup des groupes horizontaux entre professionnels, bon, qui sont des fois un peu gênés, soit par le manque de moyens, soit par des protocoles un peu lourds qui empêchent la souplesse clinique. Hein. Ça, c'est ce que vous décriviez tout à l'heure, l'expérience tout à fait intéressante. C'est des choses qui se faisaient spontanément déjà il y a une vingtaine d'années, mais qui ont été gênées par une régulation, hein, par une organisation qui fait que c'est difficile maintenant de mettre en place des choses autrement qu'à titre expérimental. Et les groupes horizontaux fonctionnent le mieux possible et ils sont nécessaires. Le travail groupal est nécessaire autour de l'enfant et de la famille actuellement, c'est évident. Par contre, ce qui manque, c'est un groupe comme ça. C'est ce que j'appellerais un groupe vertical, c'est-à-dire une connexion permanente entre les responsables gestionnaires, ceux qui gèrent l'argent, et le travail de terrain. Vous parliez tout à l'heure de l'expérience et de besoin d'écoute. Je crois qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui se fait ponctuellement. La souffrance, je trouve, technique qu'on rencontre, c'est le manque de capacité de s'identifier à ce que fait l'autre. On a l'impression que du côté des gestionnaires, les bandeurs, les techniciens de terrain sont des persécuteurs qui demandent des sous tout le temps, hein, alors que ce n'est pas le cas, parce qu'on sait très bien que l'argent public est compté. Mais on arrive maintenant à une sorte d'inflation de systèmes qui sont coûteux et pas forcément adaptés. Donc je crois que des groupes verticaux réguliers, où les gestionnaires entreraient en contact et verraient ce que c'est qu'un enfant autiste ou un enfant agité, qu'ils verraient vraiment dans la réalité ce que c'est, ça changerait complètement les postures et les choix politiques, qui sont des choix pour financer les choses, seraient beaucoup mieux adaptés. Parce que le paradoxe, c'est que dans ce manque de communication entre les différents niveaux, j'entends au niveau vertical, on perd beaucoup de l'apport de l'expérience, qui dans toute démarche scientifique est fondamentale. On perd beaucoup de ça et finalement on arrive à gaspiller des crédits qui sont pourtant difficiles à avoir. Et le dernier point, et je m'arrête là, mais on pourrait parler longtemps, pour l'instant. Non, mais bon, il faut laisser la parole aux autres. C'est la question du diagnostic. Je trouve qu'on est là actuellement sur le terrain, tant sur le plan éducatif que sur le plan psychique, dans des problèmes de diagnostic complexes. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de parentalité, évaluer une fonction parentale, c'est compliqué. On voit que souvent, ce n'est pas des problèmes éducatifs, c'est des problèmes de souffrance psychique. Les parents étant eux-mêmes ayant des carences de ce côté-là, ayant une grande difficulté pour assumer ce rôle. Il faut effectivement un accompagnement pluridisciplinaire, avec des qualités techniques suffisantes, mais un diagnostic précoce bien posé. C'est quand même ce qui manque très souvent, ce qui fait qu'on dérive sur des postures rééducatives ou autres qui sont coûteuses et pas forcément efficaces. Alors je crois qu'il faut, et je termine là, sortir des esprits de chapelle, il faut être clair sur les indications des choses, il faut savoir ce que c'est qu'une rééducation, il faut savoir ce que c'est qu'une action éducative, il faut savoir comment ça interfère, les limites de chacun, y compris des psys, et qu'on arrive à partir de là à faire des projets cohérents. C'est qu'à ce prix qu'on pourra faire. Et ce n'est pas tellement innover qu'il est question de faire, c'est faire déjà bien ce qu'on sait faire. Voilà. Vous êtes pleinement dans ce qu'on a soulevé ce matin, à savoir que sur le terrain, ce partenariat horizontal, il fonctionne bien entre les professionnels. Et quels que soient les secteurs, il pourrait sûrement mieux fonctionner. Sûrement. Mais globalement, ça va. Et c'est intéressant de mettre, non pas en opposition, mais en complémentarité, ces deux types de partenariats verticaux et horizontaux. Je vous ai vu, Audrey, tout à l'heure, dans les propos de M. Guillaume, hocher la tête. Vous étiez d'accord à quelque chose, mais je ne me rappelle plus avec quoi. Ah, vous allez nous l'expliquer. Non, mais j'étais d'accord avec beaucoup de choses. Et effectivement, sur la question du partenariat et notamment du rôle des services de l'État, qui sont quand même ceux qui portent les dispositifs, et le gouvernement qui crée toutes ces lois qui nous tombent dessus, qui crée sans cesse des dispositifs qui s'empilent les uns aux autres et qui rendent, pour les personnes aussi bénéficiaires de ces dispositifs-là, finalement ce secteur complètement illisible. Et c'est un peu ça qui, en tout cas nous, on milite énormément sur la participation des personnes accueillies pour qu'elles soient vraiment mises au cœur du dispositif, à la fois dans la construction de leur parcours individuel, mais aussi dans ce qu'elles peuvent nous dire de leur quotidien, de leur parcours de vie, et comment elles peuvent aussi contribuer à l'élaboration de ces politiques publiques.
Et ça, c'est quelque chose qui est important pour que les décisions ne soient pas prises uniquement par, voilà, de manière descendante. Oui, ce qui est un peu le cas en ce moment quand même. Voilà. Enfin, en ce moment, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Alors, de temps en temps, les décideurs ont de bonnes idées. Et je vais en venir là sur le plan territorial de santé mentale. Parce que, au début, quand j'ai vu le décret, quand j'ai vu cette obligation, je me suis dit, encore un truc, quoi, encore un truc. Et encore des réunions, et encore des écrits, et encore des plans, des programmes. Mais j'avoue que je change un peu d'avis parce que, bon, il se trouve que je participe au comité de pilotage, effectivement, de ce plan territorial. Et ce qui me paraît très intéressant, malgré les raisons initiales, on sait bien les problèmes, effectivement, liés au budget contraint, les problèmes de diminution de certains moyens financiers et d'autres, on connaît la réalité de terrain. Bon, il n'empêche que d'entrer dans ce plan territorial, on nous dit il faut absolument mettre en synergie l'ensemble des acteurs de terrain, quel que soit le secteur. Et ça, c'est intéressant. Et tant pis si ça vient d'un décret. Donc, est-ce que vous pouvez, Madame Lecard, ARS, coordinatrice de ce plan territorial de santé mentale, nous dire un peu peut-être d'abord l'esprit de la loi, mais surtout, comment est-ce que vous, ARS, vous envisagez cette mise en place, cette négociation, en fait? D'accord. Alors, tout d'abord, je vais refaire un petit rappel sur le contexte nivernais, à savoir qu'on a des indicateurs socio-économiques qui sont défavorables et qui influent donc nécessairement sur la santé mentale des personnes. En parallèle, on a un taux de reconnaissance des ALD qui est plutôt favorable, avec aussi une offre de soins et des accompagnements médico-sociaux qui sont plutôt satisfaisants. Et malgré cela, on a un taux de suicide dans la Nièvre qui est supérieur au national et au régional. Donc ça, c'est un constat. En parallèle, il y a des diagnostics donc régionaux et territoriaux qui ont été donc réalisés. Donc la région, en fait, donc suite à une politique régionale qui est issue d'une part du plan psychiatrie santé mentale et puis aussi également de la loi de modernisation de notre système de santé, qui dit ceci, qu'il faut effectivement conforter la politique santé mentale, mais aussi l'organisation de la psychiatrie sur notre territoire. Pour répondre effectivement donc à cette demande, on a décidé donc de mettre en place, alors juste pour reprendre, c'est pas un plan territorial de santé mentale, c'est un projet territorial de santé mentale. Et la finalité de ce projet, en fait, c'est la mise en place d'un plan d'action de mesures concrètes. Et donc, on a souhaité mettre en place, donc effectivement, à la suite de ce décret, un projet territorial de santé mentale, avec l'installation, dans un premier temps, comme vous disait donc Monsieur l'Apostole, d'un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage, en fait, aura à charge d'animer des groupes de travail. Ce qui est intéressant dans ce projet territorial de santé mentale, c'est qu'il est à la main des acteurs, c'est-à-dire qu'il sera organisé par les acteurs et animé par les acteurs, dont le comité de pilotage. Et l'ARS, en fait, ne viendra juste qu'en appui méthodologique si besoin. Donc voilà. Alors, pour répondre un peu au questionnement donc, du docteur Guillaume, je crois, l'idée effectivement de ce projet territorial de santé mentale, c'est de répondre donc à un certain nombre de priorités, dont celle effectivement vous avez évoquée sur le repérage, le repérage précoce des diagnostics, des troubles psychiques et également le diagnostic. Donc ça, c'est une des priorités effectivement du projet territorial de santé mentale. Donc voilà, donc nous avons installé un comité de pilotage donc il y a à peu près une quinzaine de jours. Là, nous travaillons effectivement à la mise en place de groupes de travail. Et ces groupes de travail ne seront composés que d'acteurs qui seront sur les 3 champs. Et bien entendu, animés par les copilotes. Donc on est bien effectivement sur un projet à la main des acteurs. Donc c'est tout l'intérêt. Et nous, ARS, en fait, on est juste là pour accompagner si besoin. Ok, super. Est-ce que je réponds à la question? Oui, tout à fait. Et puis merci de me reprendre sur le terme plan-projet. Et c'est oui, important. Oui, c'est important. J'avais dû me mettre dans la tête plan. Je Parce suis que tellement habitué au plan. la finalité, bien entendu, c'est le plan d'action. Ouais. Donc, qui sont des mesures concrètes. Oui, d'accord. Il y a plan quand même quelque part. Mais à la fin. Donc il y a projet territorial et plan d'action. C'est un projet, c'est une démarche en fait, hein, et puis qui doit aboutir à un plan d'action de mesures concrètes, simples, réalistes surtout. Ok. Hein. Merci Madame Lecas. Jean-Claude Guillaume veut réagir. Rapidement, je trouve que c'est passionnant qu'on soit ensemble. Non, parce que c'est vrai que
moi, je trouve que c'est absolument ça qu'il faut développer. C'est-à-dire que je sais que vous êtes sincère dans votre propos. Ceci dit, en pratique, c'est vrai, quand on est sur le terrain et qu'on vous entend dire que tout est satisfaisant au niveau des prises en charge, on est halluciné, si vous voulez. Hein. Bon, je dis ça en tant que psychiatre, bien sûr. Hein. Parce que, si vous voulez, quand on voit que, par exemple, dans les structures de soins pour enfants qui sont en décadence sur le plan technique et sur le plan du personnel, on arrive à des durées d'attente de prise en charge qui sont de 1 an à 1 an et demi, où on est dans la maltraitance institutionnelle. Hein. Bon, alors c'est un premier point. Donc c'est vrai que je pense que vous avez des données qui sont justes aussi au niveau statistique, mais là où ça manque, c'est là l'intérêt de se rencontrer pour de vrai. Hein, et communiquer ensemble sur nos impératifs. Hein. Parce que quand vous dites effectivement, ça fait longtemps hein, qu'on demande dans ce département au niveau de la MDPH un groupe de diagnostic précoce. Oui, mais avec qui, comment hein. Alors que l'ARS soit en grand ponte qui regarde un peu comment ça se passe, pourquoi pas hein. L'appui méthodologique, c'est pas très gênant. Les techniciens de terrain savent faire. Hein. La question, c'est avec quels moyens ? Avec quels moyens, avec qui et quand et comment ? Vous parlez de mesures concrètes, alors là, c'est vrai que ce serait bien que dans un avenir très proche, dans la pérennité, dans la continuité, on ait des réunions comme ça, hein, où on réfléchit sur la réalité des moyens. Hein, et comment, à court, moyen, long terme, on définit des objectifs. Il n'y a pas de psychiatre, par exemple. Bon, faisons venir des internes, ce qu'on essaie de faire par ailleurs. Dijon les mobilise tous. Pour avoir 3 internes dans la Nièvre, c'est une performance. Il y en a 57 en Bourgogne. C'est comme ça qu'on va fabriquer des gens compétents dans la durée. Mais il faut que tout le monde y participe, y compris l'ARS. Et ça, voilà, c'est l'intérêt du groupe vertical. Ça marche ? Ça marche, oui. À 2 à 2 ? Non, toujours pas. Mais écoutez, je m'en fous parce que je vais passer le micro, c'est pas grave. Je voulais que ça soit interactif, c'est bien parti, j'en attendais pas moins du docteur Guillaume. Simplement, alors, ce qu'on se dit, c'est que là, on est dans un échange tout à fait tranquille et bienveillant. Ce ne sont jamais les personnes qui sont visées, même quand il y a contradictions, mais les fonctions et les institutions représentées, on est bien d'accord. Donc il n'est pas question de lyncher qui que ce soit, parce qu'on pourrait lyncher la MDPH tout comme l'ARS, mais pourquoi pas le maïs, etc. Donc l'objet n'est pas là. On peut amener de la contradiction, mais toujours avec beaucoup de bienveillance, y compris de la part de la salle. Petite précision importante quand même. Donc, qui voulait... Oui, Madame Leca, vous vouliez répondre. Revenir sur les chiffres. Effectivement, ce sont des chiffres. Après, il y a une réalité du terrain qui est parfois autre que celle des chiffres qui sont avancés. C'est un fait. Deuxième chose, sur effectivement la démographie médicale, on y travaille amplement avec l'ensemble des partenaires. C'est vrai que c'est pas facile et on fait beaucoup d'efforts. Troisièmement, je voulais juste apporter une précision sur le PTSM, le projet territorial de santé mentale. L'idée, effectivement, c'est de faire un diagnostic local partagé, c'est-à-dire faire un état des lieux local, ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce qu'évidemment, on a des données régionales et départementales. Mais comme je vous le disais à l'instant, il y a une réalité du terrain. Et ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir sur l'état des lieux cette réalité du terrain. Et à partir de cette réalité, c'est de travailler sur les dysfonctionnements. Et c'est qu'une fois qu'on aura travaillé sur les dysfonctionnements, qu'on sera capable, effectivement, qu'on devrait être en capacité de proposer des mesures concrètes. Mais comme je disais, il faut rester sur des mesures concrètes et simples et ne pas aller sur des mesures qui vont nous prendre 10 ans pour les mettre en place, quoi. Hein. Donc c'est tout l'intérêt, effectivement, d'avoir un projet territorial très réaliste. Je confirme, je faillote rarement avec les financeurs, mais là, je confirme pour être de l'intérieur que l'esprit, la volonté de ce projet-là, il est bien annoncé, en tout cas, comme tel. Et je crois qu'il faut y aller dans cet esprit-là. Marie-Pierre Duchemin, puis après je demanderai à Roger de nous dire deux mots. Comme vous dites, Patrick, il est important que chacun reste très bienveillant par rapport au travail qui est exercé sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'on n'a pas, chacun de la place qu'on exerce, à avoir une quelconque vue sur le travail de l'autre. Je pense que tous on travaille, je dirais, pour faire avancer les choses. Et ça, c'est un point important qu'on se doit en termes d'éthique, notamment.
Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, au quotidien, c'est vrai qu'on vit de plus en plus des situations de rupture de parcours, qu'on a à gérer, je dirais, que ce soit au conseil départemental ou au niveau de la MDPH, des situations extrêmement critiques. Et quand je dis critiques, elles sont extrêmement complexes et nécessitent finalement la mobilisation de beaucoup de partenaires, d'expertise. Et là, par rapport à quelques années auparavant, je peux dire que cette complexité devient extrêmement difficile à gérer. Quand vous disiez que j'étais plutôt positive, oui, mais en tout cas, cette complexité nécessite une collaboration, des co-constructions, un rapprochement de l'ensemble des partenaires pour avancer. Et quand on parle des partenaires, bien sûr, il y a les partenaires certainement financiers qui feront partie des acteurs incontournables, mais les partenaires de terrain, hein, ça c'est, et je dirais que c'est le lien entre l'ensemble de ces partenaires. Je reviens pour ce que vous disiez tout à l'heure, qui est indispensable pour faire évoluer ces politiques déjà territoriales, mais ensuite les politiques publiques. Oui, Voilà. tout à fait. Vous parlez de complexification alors des personnes, des pathologies. Vous pouvez nous dire deux mots là-dessus, Jean-Claude? Bon, il faudrait beaucoup de temps, mais on va dire deux mots. Oui. Alors, Je pense qu'effectivement, on a une évolution dans le corps social, hein, en particulier de l'évolution de la famille. Hein. C'est-à-dire la famille n'est plus ce qu'elle était il y a 50 ans. Donc ça produit chez l'enfant des difficultés précoces dues à des ruptures précoces, à une fragmentation des conditions de vie qui sont liées à au travail, etc. Mais qui, pour l'enfant, créent des fragilités au niveau de la construction primaire. Et ce qu'on rencontre dans les pathologies, c'est-à-dire maintenant, dans le temps, on parlait de névrose en disant c'est une maladie. Maintenant, quand on dit névrose, on dit ils sont guéris. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des pathologies de dysfonctionnement, de personnalité mal construite, faute de contenance, de cohérence suffisante, d'où la nécessité groupale aussi hein, pour travailler tout ça. Et donc on a ce qu'on appelle nous des pathologies archaïques, ça veut dire que les choses premières sont mal construites, les bases sont incertaines. On a donc des personnalités construites un petit peu avec des modèles de socialisation, mais qui ne sont pas très solides, où les émotions sont mal contenues. On le voit dans le terrain avec des émergences des fois violentes, etc. Donc les pathologies évoluent. Alors effectivement, l'humain est toujours l'humain, hein, mais selon le contexte, sa construction diffère. Et c'est un peu le problème qu'on rencontre. Alors ces évaluations-là, surtout pour les petits, sont difficiles parce que c'est là que c'est le travail de collaboration dont on parle, il est indispensable. Parce que, évidemment, si on prend la vague en regardant juste l'écume, mais qu'on ne s'occupe pas pourquoi elle a été produite, on risque de dysfonctionner. Alors effectivement, ces enfants jeunes qui sont mal construits ont des problèmes de graphisme, de motricité, etc. Donc après, il faut savoir le primum movens. C'est là que le diagnostic précoce est important. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit reprendre ça avec les parents, permettre que les choses s'améliorent et que globalement tous les paramètres de 10 machin, morphie, graphie, calculi, etc. fonctionnent effectivement, ou on prend ça point par point et on va engager des finances terribles parce qu'il va falloir des rééducations sur tous les plans, ou alors on travaille l'aspect émotionnel, ou on travaille tout ensemble. Et ça implique une collaboration et des diagnostics précis qui, hélas, pour l'instant, nous manquent. Mais je pense qu'on a les moyens d'y arriver. Il suffit de trouver les outils, de mettre les gens autour d'une table et on va le faire. Mais c'est ça qui manque. Voilà, enfin, c'est rapide. D'accord. Merci. Ça veut dire que sur la question de la santé mentale, Roger. Oui, Roger. N'arrête pas de critiquer les questions que j'avais préparées pour cette table ronde, donc on ne va pas l'éviter quand même. Est-ce que toi, de ta place, avec cette vision un peu nationale et tous les professionnels qu'on peut rencontrer dans le cadre de nos rencontres Maïs, diverses et variées, est-ce que tu ressens que la santé mentale est un véritable défi aujourd'hui pour notre société et pour nous, acteurs de cette problématique, comme ça a été à un moment donné la déficience mentale, à un autre moment l'autisme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne ferai pas le travail que nous a présenté tout à l'heure Michel par rapport à l'histoire. Mais on a quand même à Maïs la vision de ce qui s'est passé sur le terrain fin des années 80. Les premiers services d'accompagnement, et je dis bien services d'accompagnement et non pas services de suite, hein, pour nous il y avait une grande différence. Pour nous, les services d'accompagnement qui se sont créés en premier dans les années 80
effectivement, étaient dédiés davantage à l'accompagnement des personnes avec un handicap beaucoup plus harmonieux, avec des déficiences intellectuelles. Et donc, il y a eu ce mouvement. Et petit à petit, bien évidemment, on a senti une évolution dans la population, enfin un changement dans la population, et de plus en plus sollicité pour l'accompagnement des personnes avec des problématiques liées aux maladies psychiatriques. On ne parlait pas encore de problématiques psychiques, c'était davantage des problématiques psychiatriques. Alors, bien évidemment, nous, les travailleurs sociaux de terrain, puisque j'en étais à l'époque, ça nous a chamboulés. Et quand on faisait avec les collègues du service dans lequel j'ai travaillé, quand on faisait un petit peu ce retour sur l'expérience, on disait bien que la population qui nous avait le plus chamboulé, mais le plus formé, c'était bien évidemment les personnes avec des troubles psychiatriques, qui sont devenues après, bien évidemment, ce qu'on connaît maintenant, porteurs d'un handicap ou de douleurs psychiques. Et bien évidemment, ça, on l'a vu quasiment dans pratiquement tous les services d'accompagnement avec qui on a travaillé. Alors bien évidemment, ça nous a demandé à nous former, à former aussi nos collègues, et être dans ce constat que tout seul, service d'accompagnement à la vie sociale, on ne pouvait pas s'en sortir. Bien évidemment, on s'est rapproché là où c'était possible, parce qu'il y a encore des difficultés à collaborer avec le milieu psychiatrique. On sait très bien qu'il y a des chapelles, on sait très bien qu'il y a... Alors je ne dis pas partout, et heureusement, mais on s'est vite trouvé, nous, par rapport à cette question-là, dans l'obligation de travailler avec le milieu psychiatrique. Alors, bien heureux quand le milieu psychiatrique avait la même idée de vouloir travailler avec le social, et c'est là où, quand Patrick disait que cette aventure, il fallait qu'elle se joue au profit de la personne. Et moi, en service que j'ai dirigé, on a eu cette chance de pouvoir travailler avec un centre psychiatrique qui était vraiment dans le coup de ce qu'on attendait, et eux, de ce qu'on attendait nous, et eux, de nous, pareil. On parlait de ce côté positif du patient usagé pour nous, parce qu'on ne l'appelait pas autrement à l'époque, et patient, et c'était dans cette connivence-là pour la personne. Et cette notion-là, on la défend, on l'a toujours défendue. Et là où les collaborations étroites, le partenariat, je ne parle pas du réseau, je fais bien la distinction entre le réseau et le partenariat. Le réseau, c'est on sait tous les services qui existent. De temps en temps, on va ouvrir la porte, demander quelque chose aux collègues. Le partenariat, c'est quelque chose, c'est un construit. C'est une aventure humaine avec, bien évidemment, administrativement des conventions, on en a parlé ce matin, mais c'est cette aventure humaine un petit peu, moi, que j'appelle de la connivence. Il faut qu'il y ait une connivence entre le milieu psychiatrique et le milieu du travail social pour qu'il y ait cette richesse à offrir aux personnes. Et si on n'a pas cette connivence, je pense qu'on loupe quelque chose. Et ça, à mon avis, ça ne fera pas partie des plans ou des projets territoriaux, parce que c'est de l'aventure humaine, c'est du construit humain. Et à chaque fois qu'on a pu voir ces expériences avec une issue positive, c'était bien parce qu'il y avait une histoire humaine. Et on l'a bien entendu ce matin, et on l'a bien entendu cet après-midi, et que toute cette évolution, elle a bien évidemment trouvé sa place dans cette aventure humaine. Tout à fait. Et connivence, ça me renvoie aussi le terme de confiance. Et la confiance, elle n'était pas gagnée, parce qu'on avait une telle habitude de travail dans nos coins, qu'on avait toujours une petite méfiance à l'égard du collègue du sanitaire et du sanitaire sur le social. Et on voit que tout ça est en train de... Enfin, vraiment, je crois que je ne suis pas optimiste outrageusement. C'est en train de sauter, de se modifier, parce que c'est plus des défenses de chapelle et de corporatisme. On est bien finalement au cœur de cet intérêt pour l'autre, enfin je l'espère, et c'est ce qu'on ressent. Il y a 3 ans, quand on a ouvert le SAMSA, on avait un peu peur de ça. C'est-à-dire que nos collègues du sanitaire aient l'impression que finalement, quelque part, on venait leur piquer du boulot. Et nous, on s'est toujours positionné en complémentarité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mais pour vous, soignants, comme pour vous, personnes en souffrance. Donc ça me paraît intéressant de constater que il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Marie-Pierre, et puis après, peut-être on fait un petit arrêt sur image avec la salle. Il y a un point important, il me semble, c'est sur la transmission aussi, à partir de la confiance qu'on se fait les uns les autres, de la transmission des informations. Bah oui.
Ça, c'est un point qui me semble important de par ma vision MDPH sur la transmission des informations du sanitaire vers le social ou du social vers le sanitaire. C'est un point auquel on est confronté tous les jours, hein, et qui nous handicape finalement dans l'évaluation qu'on peut réaliser des situations. Combien de dossiers on est en difficulté sur les diagnostics. Ce n'est pas la directrice de la MDPH qui va aller voir le diagnostic, mais on pourra en discuter. Mais sur les manifestations qu'entraîne cette pathologie sur la vie quotidienne, on est bien là-dessus. En tout cas, les évolutions en termes de transmission du secret professionnel partagé, etc., sont des bases essentielles à notre travail de collaboration. C'est bien. J'aime vous l'entendre dire. Non, mais vraiment. Ah ben moi aussi. Vraiment, parce que je tiens à le redire parce que je connais quelques professionnels, y compris de la MDPH, qui se planquent derrière le secret professionnel pour nous donner le moins d'informations possible. Mais dans les deux sens, je suis bien d'accord. Et là, c'est un des travaux qu'on est en train de mener, justement, pour savoir donner cette procédure, que l'usager aussi puisse être au courant de ce qui est transmis ou non. Je pense que tout c'est... Non, mais c'est très important et j'y serai extrêmement sensible. Oui, oui, tout à fait. Merci Marie-Pierre. Jean-Claude, oui, non, mais on a le temps, on est bien. On est bien ensemble. Moi, j'aime beaucoup le terme de connivence. D'abord parce que ce n'est pas un terme technique, c'est un terme humain. Hein. Et je crois qu'effectivement, on a à gérer quelque chose de compliqué. Là, on parle de multiplicité, hein, c'est-à-dire de différents vertex pour observer les choses. Et on a compris maintenant, je crois, ça, je suis d'accord avec toi, c'est qu'on a compris ça. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui fragmente, c'est-à-dire qui va juste à l'envers, c'est-à-dire qui a tendance à disperser. Et qu'on a, nous, professionnels, à lutter contre ça, c'est-à-dire à faire en sorte quand même qu'on puisse échanger les uns avec les autres et construire ce qu'on appelle, nous, techniquement, des groupes de travail. C'est-à-dire un groupe de travail, c'est un groupe où tout le monde est à la parole de chacun, en tant que professionnel, est égale à celle de l'autre, et où chacun est capable de savoir ce que vit l'autre. Et je crois que c'est pour ça que la notion de groupe vertical, dans la connivence et la confiance, parce que je crois que la confiance, ça ne se donne pas, ça se mérite. Et je crois que ça, il faut travailler à ça pour éviter cette fragmentation au lieu d'entendre la multiplicité comme un enrichissement des différences. Ok, par là. Moi, j'en ai un. Alors, allez, ça fait presque 3/4 d'heure que l'on échange. Beaucoup de choses ont été dites dans des domaines différents. Est-ce que ça vous évoque des questions, des commentaires? Oui. Jean-Marie Vieillard, directeur de Cap Emploi. Merci de me présenter. Je voulais apporter de l'eau au moulin qui tourne. Effectivement, on est, je trouve, dans une phase très intéressante où on va réutiliser le terme de connivence, où on développe la connivence. On a l'exemple récent, depuis quelques années, du travail qui se met en place, de notre point de vue, avec le monde du handicap psychique ou psychiatrique, à travers certaines actions qu'on mène ensemble. Il y a quelques années, au mieux, nous, acteurs de l'emploi, on se représentait le monde du soin psychiatrique comme des gens en blouse blanche qui, de temps en temps, nous envoyaient quelqu'un en lui disant si vous travaillez un petit peu de temps en temps, ça vous fera du bien, ça vous aidera à vous sentir mieux. Et nous, on avait l'impression de recevoir des gens qui étaient à milliers de kilomètres de l'emploi. Je pense qu'il y avait le même type de représentation dans l'autre sens. Et on a appris à travailler ensemble au travers de l'action d'Apsiv en particulier, mais probablement d'autres actions qui vont bientôt se mettre en place. Et on s'aperçoit que finalement, on a des intérêts communs et que cette connivence s'est installée pour le bienfait des personnes qui profitent de ces actions. On a vraiment l'impression d'avoir découvert un monde qui était inconnu jusque-là et finalement qui n'attendait que de travailler avec nous. Et je pense que c'est réciproque. Ces deux mondes maintenant se côtoient et travaillent au bénéfice des personnes qui peuvent bénéficier de ces actions. Merci Jean-Marie. D'autres questions, réactions? Oui.
Marie Welcome, éducatrice dans un SAVS. Je ne sais pas si je vais réussir à poser ma question, mais moi, sur le terrain, je suis en difficulté, donc j'interviens auprès de personnes handicapées travaillant en ESAT, ok, et je suis confrontée à du handicap social. Et je me dis que pour ça, eh ben, je suis obligée de rentrer dans complexifier le travail de la MDPH en essayant de leur trouver une protection de personnes handicapées. Parce que sinon, je ne sais pas quel maillage il peut avoir sur le territoire. Et là, je me tourne vers Madame Leca. Comment l'ARS fabrique un territoire et est-ce qu'il existe de la prévention avant d'en arriver à de la santé mentale, avant d'arriver à ce que vraiment ça soit catastrophique? Est-ce que l'ARS a déjà prévu quelque chose pour voilà, est-ce que ça... Et moi, alors, moi, j'interviens dans un désert, dans une campagne où il n'y a pas grand-chose. Enfin, donc, ce qui fait que, enfin, la personne pour se déplacer ne peut pas, puisque, enfin, elle n'a pas de petite voiturette, n'a pas les moyens. Enfin, Vous êtes en Auvergne? oui, C'est oui, ça. oui. Vous allez faire un tour dans le Morvan. Vous allez voir le Oui, désert. voilà. On m'a dit. On n'est Ouais. pas mal non plus. Hein. C'est un beau désert, mais C'est dommage. il n'y a pas beaucoup de monde. Madame Leca, puisqu'on vous a... Moi, je fais plus rien, là. Hop là, le public vous pose la question directement. En fait, il y a déjà des actions, effectivement, de prévention. Hein. Il y a des équipes mobiles qui existent déjà sur le territoire, pardon. Il y a des actions de prévention. Enfin, quand on parle d'équipes mobiles, c'est pas uniquement, j'imagine, que le soin, c'est aussi des actions de prévention, de repérage. Alors, il y a certainement des manques encore aujourd'hui, des problèmes de coordination. Et c'est tout l'intérêt, justement, alors je reviens, sur mon projet territorial de santé mentale, c'est effectivement à partir de ce qui existe, il y a des choses qui existent, c'est effectivement de travailler, mais tout n'est pas parfait, et c'est de travailler effectivement sur ces dysfonctionnements, ces points de rupture, justement, pour essayer d'y remédier au mieux. Voilà, c'est on a et puis alors, il y a une autre on a le projet territorial de santé mentale, mais avec une finalité derrière, c'est quand même de mettre en place une plateforme santé mentale. Et cette plateforme santé mentale, c'est une des solutions effectivement qui peut répondre à des actions de prévention. Parce que une plateforme de santé mentale va travailler sur de la structuration, de la coordination, d'action de tous les acteurs. Mais bien entendu, quand on structure mieux et qu'on coordonne mieux, on agit mieux aussi en termes de prévention. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà. Il y a des choses qui existent, mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller vers une plateforme de santé mentale et donc, effectivement, améliorer la prévention. Encore une question, puis après on continue. Oui, je suis éducatrice à l'aide sociale à l'enfance dans le département de la Nièvre. Moi, je voulais évoquer les difficultés qu'on avait pour les adolescents souffrant de troubles psychotiques sur la Nièvre, où on est dans une difficulté à trouver des dispositifs qui puissent les accueillir, où on a beaucoup d'allers-retours en service de pédopsychiatrie, en hospitalisation, et où ensuite nous on doit trouver un accompagnement éducatif et social qui correspond pas du tout à leurs problématiques, notamment avec des familles d'accueil sociales et non thérapeutiques qui sont en grande difficulté. On n'a pas d'établissement de foyer pouvant accueillir des ados qui ont des troubles psychotiques. C'est pour ça, quand on parlait des projets à long terme sur le département, moi je trouve que même s'il faut 10 ans pour créer une structure qui accueille ce type de jeunes, ça vaudrait le coup, même si c'est pas de l'immédiat. Mais on est vraiment en grand manque par rapport à ça, et on se retrouve avec des gamins qui sont incasables, pour lesquels on prépare aucun projet, et qui arrivent à leurs 18 ans, où on est dans le flou total et où on n'a rien. Et on prépare des jeunes à de la psychiatrie et de l'errance en CHRS. Enfin voilà, on n'arrive rien à travailler parce qu'on a quand même un manque de structure évident et pas d'hôpitaux de jour aussi. Oui. J'ai envie de vous répondre parce que ça me parle. Merci vraiment de ce que vous avez dit là, parce que je pense que ça nous éclaire par rapport aux questions qu'on soulève là. La question de l'accueil des adolescents dans ce département à 30 ans d'âge, au minimum. Et je pense qu'elle est aussi le fruit de ce qu'on pointait tout à l'heure, c'est-à-dire un manque de communication chronique entre les instances gestionnaires, que ça a été la DRAS, puis la RH, etc. Et non pas par mauvaise volonté, mais par absence de connexion expérimentale. C'est-à-dire on ne sait pas ce qui se passe.
Moi, je me rappelle, au moment où il a été question d'un centre de crise dans ce département, c'était un centre de crise seul pour adolescents n'avait pas de sens. Hein. Il fallait aussi des structures d'hébergement, familles d'accueil thérapeutique ou spécialisées. Hein. Il fallait aussi une hospitalisation en temps plein. Alors là, la psychiatrie doit balayer devant sa porte, hein, parce que quand on parlait de multiplicité, mais au niveau des techniques psychiatriques, là aussi, il y a des questions à se poser, hein, parce qu'on ne peut pas se contenter, alors là, je m'engage, hein, mais on ne peut pas se contenter d'assommer les gens avec des médicaments. On sait que ça peut être transitoirement nécessaire, mais ça ne peut pas être une fin en soi. Ça veut dire qu'il faut d'autres techniques, et il faut donc de l'humain, il faut de la connivence autour, il faut de l'humanité et un regard positif, constructif. Et ça, la question de l'hôpital de jour pour ados, ça fait un moment qu'elle est posée dans ce département. Le centre de crise, quand il s'est ouvert en tant que tel, n'était pas prêt à s'ouvrir en tant que tel. À cette époque, j'en parle en connaisseur, puisque j'étais là, j'ai demandé qu'il y ait un hôpital de jour qui se mette à la place, qui était beaucoup plus apte à répondre aux besoins du quotidien. Ça m'a été refusé. Parce que les finances, alors c'est là l'incompréhension, c'est que les finances étaient prévues pour un centre de crise, donc on ne pouvait pas transformer. Alors c'est cette souplesse-là qu'il faudrait absolument... Maintenant, il ne faudrait pas qu'on répète les mêmes erreurs. Bien sûr que dans la Nièvre, il y a eu des erreurs faites, on ne va pas y revenir hein, sur les orientations. Il ne faut pas se contenter de supprimer les symptômes ou les problèmes. Il faut les comprendre et les gérer humainement. Et la question des ados, alors vous la pointez évidemment, on le sait bien, Marie-Pierre Duchemin le sait bien aussi, on a les ados actuellement, l'adolescence, on dit que ça se termine à 25 ans. Bon d'accord, quand ils ont été victimes de ruptures précoces, avec des personnalités difficiles à construire, des conflits de loyauté, des incertitudes sur la valeur des adultes et du monde extérieur, quand on ne peut pas les larguer à 18 ans. Autrement, tout le boulot fait en avant tombe à l'eau. Hein. Ça, il faut qu'on y pense ensemble. Hein. Il faut qu'on y pense ensemble. Qu'est-ce qu'on fait au mieux hein, qu'on ne continue pas à rouler dans des espèces de machines qui sont obsolètes pour arriver à ce que des gamins de 18 ans soient complètement largués et tournent... On connaît les proportions et les statistiques. Hein. Donc ça, c'est dramatique. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas être optimiste. Hein. Je pense que si on corrige le tir et si on est capable de travailler ensemble, on gagnera de l'argent et de l'humanité. Certainement. Audrey, ces ados-là qui finissent en errance, qui n'ont plus de repères, on les retrouve effectivement dans les CHRS, on les retrouve dans la rue, on les retrouve en grande souffrance. Oui. Oui, on les retrouve souvent en sortie sur les dispositifs médico-sociaux ou de l'aide sociale à l'enfance, justement parce que toute la question du diagnostic et de l'orientation de ces publics vers des dispositifs qui pourraient leur correspondre du fait de la multiplicité des difficultés qu'ils ont et qui ne sont pas que médicales, que sociales, mais qui sont souvent un amalgame un peu de tout ça. Et effectivement, on en retrouve beaucoup au 115, à l'urgence, dans les CHRS, avec des difficultés pour les intervenants sociaux de savoir vers qui se tourner et quels sont les leviers finalement pour pouvoir accompagner ces personnes sur la question justement de la santé. Et ce constat-là, vous le faites, quels que soient les départements, vous êtes sur Dijon, mais finalement vous êtes concerné par l'ensemble de la région, vous le faites sur l'ensemble du territoire, et en termes de partenariat, vous ressentez des difficultés justement pour vous connecter avec les collègues du soin, où finalement il y a maintenant une habitude dans la pratique partenariale? C'est extrêmement variable d'un département à l'autre, et j'ai même envie de dire qu'au sein d'un même département, il peut y avoir des territoires infradépartementaux extrêmement différents. Et on voit que les partenariats se créent souvent au départ par des connaissances interpersonnelles qui progressivement vont permettre de construire des partenariats qui sont souvent un peu plus pérennes et qui arrivent parfois à se formaliser et à durer. Mais effectivement, ça existe partout. Et il y a une chose que vous avez dite tout à l'heure qui me paraît importante, c'est effectivement la question de la prévention. Et sur certains territoires, on commence à se développer des dispositifs qui sont à cheval sur différents secteurs, entre l'aide sociale à l'enfance et le secteur AHI, accueil, hébergement, insertion, pour justement prévenir ces ruptures et commencer à travailler réellement ensemble sur des situations individuelles. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont plutôt intéressantes. Et il y a une autre chose qui a été dite tout à l'heure qui nous importe pas mal par rapport aux équipes mobiles.
où la dimension d'aller vers est extrêmement importante, puisqu'on sait que souvent les publics en situation de précarité sont dans des situations de renoncement aux soins ou de refus de soins, avec des difficultés d'accès aux droits. Et pour le coup, le développement des équipes mobiles psychiatrie précarité, mais aussi des permanences d'accès aux soins de santé, sont extrêmement importantes pour pouvoir répondre aux besoins de ces personnes. D'accord. Ok. Est-ce que vous croyez, Marie-Pierre Duchemin, que par rapport à ces publics dont on parle, l'esprit Pifto, une réponse accompagnée pour tous, va pouvoir répondre à tout ça? Effectivement, est-ce que tout le monde va pouvoir trouver sa place dans cette grande idée de zéro sans solution? C'est vrai que c'est des évolutions attendues. En tout cas, les prémices de ce travail me semblent encourageantes. On est bien d'accord. On n'est plus sur une logique, je le partage, de place, mais beaucoup plus sur une logique de parcours. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, on soit lié à des financements, je l'entends bien. Mais je crois que cette évolution qui va s'appliquer sur l'ensemble du domaine médico-social, notamment avec les évolutions que vous avez entendu parler de Séraphin, va impacter fortement les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, avec l'inclusion aussi, avec l'ARS, de réponses accompagnées pour tous. Ouais. Alors je ne dis pas, j'en sais rien, au regard de la complexité et des besoins, des nouveaux, je dirais, services même peut-être à créer en fonction des diagnostics qu'on va pouvoir faire, on a énormément à montrer, même au niveau national, des besoins qu'on peut identifier. Ouais. N'oublions pas qu'au niveau national, je trouve, pour connaître un petit peu l'ensemble des ministères, là aussi, il y a une fragmentation et la nécessité d'une transversalité sur l'ensemble des ministères. Parce que là, la fongibilité des financements ne se fait encore pas, malgré même des évolutions qui ont pu déjà être opérées. En tout cas, c'est une attente forte, même qu'on peut donner à la Caisse nationale de solidarité autonomie, qui est aussi notre partenaire. Je parle de la MDPH, mais l'ensemble géré des établissements. C'est cette nécessité d'éviter cette fragmentation de dispositifs par ministère. Ouais. Ça, pour moi, c'est un point quand même très important. Mais vous avez raison. Après, je ne suis pas certain que le projet Séraphin va aller dans ce sens-là. Parce que pour être très clair, nous, gens de terrain, nous haïssons le projet Séraphin. Il n'est pas encore en place, mais on le hait déjà. Parce qu'on a vu, par ailleurs, ce qu'a pu faire la T2A dans le secteur hospitalier. Et quand on voit que le projet Séraphin, c'est pour rationaliser au bout du compte les dépenses publiques, à coup d'indicateurs, de prestations, etc., on ne peut pas accueillir sereinement ce projet. Autant on a pu accueillir de manière très ouverte, effectivement, Pifto, parce que Pifto, ça veut quand même aller dans une amélioration de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes en difficulté, enfants et adultes. Mais Séraphin, j'y vois rien de bien. Ah, mais moi, je ne dis pas que je prends Séraphin. Ah non, moi, je sais bien, Marie-Pierre, je sais bien. Alors, peut-être qu'il faut allier dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, peut-être ces indicateurs qui nous seront imposés de toute manière, mais en tout cas aussi des indicateurs qualitatifs. Et là, on est vraiment sur ce point qui pourra nous être aussi apporté par le projet avec les usagers de réponse accompagnée pour tous. Oui. Ça va objectiver, à mon avis, des choses que, pour l'instant, ne sont pas si facilement objectivables. Oui. Moi, je veux juste par rapport à je trouve que c'est important, on soulève des choses essentielles. On parle de rationalisation par rapport à la gestion des budgets, ce qui est une posture légitime. Sauf que rationalisation, c'est pas raison. Et c'est raison qu'il faut trouver. C'est-à-dire la raison, c'est comment est-ce qu'on va trouver un équilibre pour que les paramètres techniques de terrain soient pris en compte, pour que ce qui est le moins coûteux, c'est ce qui est bien fait au bon moment. Bah oui. Voilà. Donc si c'est mal fait, si c'est mal barré, ça va coûter très cher et la rationalisation va faire souffrir le terrain. Alors ça, c'était un premier point. Ce que je voulais, par rapport à ce que vous disiez, deux petits points techniques rapides. C'était les gens qui ne veulent pas être aidés. Je crois que ça, c'est passionnant. Ceux qui ne veulent pas être aidés, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont en face d'eux des gens qui vont être hostiles, a priori, qui ne vont pas répondre.
Et il y a un travail précieux à faire de ce côté-là. Et je trouve que c'est important de le savoir parce qu'on a des fois tendance à reculer quand il y a un refus, hein, alors qu'en fait, il faut plutôt rester là. L'autre point, c'est par rapport aux ados. Moi, ça me préoccupe. Je trouve qu'il ne faut pas oublier, dans le secteur de la prévention, moi j'y travaille pas mal en ce moment, le travail avec l'éducation nationale. Hein, c'est un travail avec les enseignants de collège et de lycée qui sont particulièrement impactés. Et depuis quelques années, c'est très net, et qui ont une demande pour gérer des populations d'adolescents très compliquées. Hein, pas forcément compliquées au niveau psychique, mais compliquées dans leur comportement, hein, d'inattention, de fragmentation, etc. Et je crois que les enseignants cherchent aussi, et que leur rôle de prévention est essentiel. C'est-à-dire qu'une bonne réponse d'un groupe de classe, comme on reconstruit des groupes classes à peu près cohérents, etc. Et les enseignants sont prêts à réfléchir là-dessus. Il ne faut surtout pas les oublier dans cette démarche de prévention. Pour compléter ce que Jean-Claude vous dit par rapport à cette place, moi, il me semble aussi qu'on doit réfléchir sur la place de la famille. Hein, cette famille qui est parfois exclue, hein, d'un certain nombre d'informations qui pourtant seraient essentielles. Alors, on le vit au quotidien. C'est-à-dire, quelle place pour la famille d'une personne qui a un handicap psychique. Oui, tout à fait. En psychiatrie, bon, je connais très bien aussi ce domaine. En tout cas, on a des familles qui sont en grande difficulté. Parce qu'ils ne savent pas vraiment comment se positionner. Et pourtant, la famille a des compétences. Ah oui. Des compétences qui peuvent être aussi reconnues par, je dirais, professionnels du social ou du sanitaire. Hein. Je ne suis pas en train de juger un secteur ou un autre. Mais en tout cas, la famille a des choses aussi à nous dire. Ah oui, a des choses à nous dire et a souvent besoin également de soutien. C'est l'aide aux familles, c'est l'aide aux aidants qu'on doit beaucoup plus développer sur le territoire, oui. Bien sûr. Justement, tout en lien avec ça, Madame Duchemin, vous dites qu'il faut créer peut-être de nouveaux services. Mais moi, j'ai envie de vous dire que ces services-là, ils existent déjà. Si on prend l'hôpital public, la psychiatrie, on peut faire ça. On a déjà essayé sur Nevers des groupes avec les familles. Ça peut s'étendre à l'ensemble du département. Mais je crois qu'il faut quand même continuer à donner les moyens à l'hôpital psychiatrique, aux secteurs de psychiatrie qui sont là, et les développer. Ils peuvent faire beaucoup de choses. On peut développer des équipes mobiles, on peut développer des CMP et leur donner d'autres approches aussi, et d'autres missions qu'on essaie de mettre en place sur Nevers. On peut développer des CTTP, qui sont des outils aussi très performants. Tout existe, mais ce n'est pas en supprimant les budgets chaque année des hôpitaux qu'on va pouvoir maintenir ces services-là. Et c'est ça qui nous inquiète aussi. Ce qui est génial, c'est que finalement, le groupe de travail qu'on a prévu pour le projet territorial de santé mentale, on l'a commencé aujourd'hui. Et il y a plein de choses qui se disent là, en termes de prévention, de coordination, de manque dans le dispositif. C'est vraiment très intéressant. Ça va nous faire gagner du temps. Pascal Saloni. Il y a 1000 questions qui me viennent et du coup je suis un petit peu en retard parce qu'il y a eu tellement de choses. À propos de Séraphin, pour moi c'est l'aboutissement ultime, délirant de la technocratie envahissante. Et je voudrais déjà témoigner en tant que directeur pour dire que si j'étais un directeur purement gestionnaire, je me régalerais. Ce serait une merveille de répondre à tous les plans bleus, plans blancs, plans pandémie, plans, etc. Enfin, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun risque, faire en sorte qu'on me demande de répondre à la question, finalement, si une centrale nucléaire explose à ta porte, comment tu fais pour assurer la continuité du service ? Donc ça prend un temps. Vigipirate aussi. Faut prévoir s'il faut évacuer ou confiner. Enfin bon, il faut dire à 30 psychotiques attention, restez calme, on risque une attaque terroriste. Comment fait-on dans ce cas-là ? Bon, mais bon. Alors ça prend un temps fou. Moi j'ai une conception de la direction qui est à la fois d'être dedans pour percevoir une ambiance, garantir un esprit, et puis en même temps avoir un regard dehors, voir comment va la société, comment elle évolue, etc. Ça prend du temps, c'est pas le même temps, et il est fondamental. Donc c'est extrêmement déprimant de voir arriver ces dizaines de mails par jour qui nous demandent de remplir des... Il n'y a pas que les plans de l'ARS, hein, il y en a pas, toute la sécurité dans tous les domaines, etc. C'est phénoménal. Bon voilà, ça c'était un aspect. Ensuite, vous aviez évoqué fort justement la question du lien, et notamment entre les services, etc.
Et on a expérimenté, là, depuis 2-3 ans, on expérimente ce qu'on appelle les stages croisés, simplement au niveau déjà du terrain. Et ça, c'est un effet extraordinaire. C'est-à-dire que des professionnels, des équipes viennent à la rencontre d'une autre équipe, passent quelques jours ensemble et réciproquement. Et on s'aperçoit que le premier effet, c'est de déconstruire des représentations qu'on a les uns sur les autres, qui sont parfois justes, mais aussi parfois largement contestables. Et ça, c'est une petite chose qui produit beaucoup d'effets. On a organisé ces stages croisés avec énormément de nos partenaires du médico-social. Au bout de 3 ou 4 ans, on a réussi à signer une convention avec l'hôpital pour faire la même chose. Il y a 2-3 équipes qui sont engagées avec vraiment un vif intérêt dans cette expérimentation. Et il y en a qui ont arrêté, là, récemment, en disant « mais on peut plus, l'hôpital est maltraité, il y a des services qui ferment, on ne sait pas si nous, on ne va pas disparaître, on ne sait plus où on va. » Bon, c'est-à-dire que là, on retrouve la misère aujourd'hui de l'hôpital. Un résident me disait, nous révélait il y a quelques jours, là, qu'il n'osait pas parler à son psychiatre parce qu'il avait peur d'être hospitalisé. Je lui dis, vous n'avez rien à craindre. Aujourd'hui, pour être hospitalisé, il faut être pistonné. Donc, vous pouvez y aller tranquille. Donc, l'hôpital, je pense, a l'impression, peut-être, alors de leur point de vue, ça peut se comprendre, que le médico-social, c'est du low cost, c'est du soin low cost. Parce que concrètement, là où on leur a demandé de supprimer des postes de médecins, d'infirmiers, de gens qualifiés, on leur a fait ouvrir, parfois, enfin, ils ont fait le choix, les hôpitaux, d'ouvrir des structures médico-sociales avec, enfin, qui sont vraiment parfois misérables, enfin, en termes de fonctionnement, bon, qui sont en train de se restructurer. Mais ils peuvent avoir effectivement une image de l'intérieur, de dire, bah, le médico-social, finalement, c'est quelque chose à bas prix. Et du coup, de mauvaise qualité. Alors, ces rencontres, ces stages croisés, j'y reviens, permettent vraiment de retrouver un dialogue. Ça n'empêche pas la jalousie, parce que la jalousie est légitime, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que finalement, on a le temps de penser, on a le temps de se réunir, que là où eux souffrent aussi. Hein, et ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, et du coup, quand on y va, on comprend cette souffrance. Et ils peuvent en parler, du coup. Bon, voilà, je m'arrête. Ok, merci Pascal. Oui. J'ai le micro. Oui, là. Là. Si vous avez le micro. J'ai déjà le micro, monsieur l'apostole. Oui, mais je ne veux pas qu'il parle. Valérie Fourcade. Ah, voilà, d'accord. C'est l'hôpital qui parle. Ah, c'est l'hôpital qui parle. Non. Plus simplement, je suis Valérie Fourcade et je suis la coordinatrice générale des soins, c'est mon titre. Je travaille au centre hospitalier Pierre-Lot, dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs minutes. Je rejoins tous les propos autour de la connivence, du respect, de ce maillage territorial, de cette étroitesse dans la complémentarité, dans l'accompagnement, de la place de chacun, du respect de l'autre. Je voudrais juste dire, puisqu'on parle de regard croisé, que la santé mentale, c'est tellement plus que le sanitaire, que c'est tellement plus que l'hôpital, et qu'il ne faut pas être pistonné pour être hospitalisé, parce que ce que nous, on cherche à tout prix, c'est surtout pas être hospitalisé, mais bien rester au plus près de son milieu naturel pour chacune des personnes qu'on rencontre, avec vos services, qu'on ne considère pas du tout low cost, parce qu'on pense aussi, et on pense qu'on peut penser ensemble, et qu'à plusieurs, on est meilleur que seul. Et ça, je crois qu'on en a fait la démonstration depuis de nombreuses années. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attache, et je rejoins complètement les propos de François Pierrat. Si on est là aujourd'hui, c'est à ce titre-là, pour pouvoir développer encore les partenariats. Moi, j'ai la chance, avec monsieur l'apostole, de faire partie du comité de pilotage, donc de pouvoir travailler sur ce futur projet qui aboutira, j'espère, à un plan. Je suis aussi résolument optimiste, parce que je pense qu'il y a déjà des choses de faites et qu'il faut aller encore plus loin autour de ces actions. On a en plus la réunion aujourd'hui de la filière de santé mentale, puisque la prise en charge des enfants et des adolescents et celle des adultes est réunie dans un pôle interétablissement. Je ne veux pas être trop technique, mais c'est quand même important parce que depuis 30 ans, ça n'existait plus. Et donc peut-être qu'on va pouvoir répondre d'une manière un peu différente, peut-être qu'on va pouvoir mettre des complémentarités encore plus au service des enfants, des adolescents. Il y a beaucoup de structures qui existent. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà de ces propos, c'est vraiment comment on peut asseoir et développer des dispositifs qui existent déjà et qui peuvent probablement s'améliorer au service de chacune des personnes qu'on rencontre aujourd'hui, pour définir peut-être des parcours qui seront singuliers, parce que sur notre territoire, il y a de grandes disparités.
d'accessibilité géographique, d'accessibilité de moyens. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps les gens de Cap Emploi avec qui on travaille autour du projet d'APSI. On a bien vu qu'il y aurait plein de gens du département qui pourraient y aller, mais quand on est un petit peu loin de Nevers, c'est compliqué de se déplacer. Et comment tous ensemble, avec nos structures, nous on a la chance d'avoir beaucoup de structures, on a 17 adresses, on espère peut-être en avoir 18, 19 ou 20 dans les années à venir, donc on n'est pas en train de fermer, mais au contraire de développer. Voilà, tout petit témoignage pour tous les professionnels qui sont dans la salle avec vous aujourd'hui pour dire que la santé mentale est là et on est des partenaires et on est prêts. Ok. Propos rassurant, merci madame. Écoutez, on a plus que dépassé le temps parce que, mine de rien, ça fait plus d'une heure qu'on échange. Et vraiment, autant je peux me faire suer lors de certaines tables rondes, mais là, j'ai pas vu le temps passer. Vous avez joué le jeu de cette interactivité, je vous remercie pour ça. Messieurs, dames, les participants et vous aussi la salle, et je pense qu'il y aura encore plein de questions. Peut-être une petite dernière? Oui, là j'avais bien vu. Madame MDPH bis. Claire Alexandre Pantin. Oui, simplement rebondir un petit peu. Ce matin, je me disais, est-ce qu'on va parler de prévention? Donc je suis rassurée, cet après-midi, on a évoqué le sujet. Pour moi, il est vraiment central. Et je voulais simplement témoigner pour dire effectivement que à la MDPH, avec l'ensemble des équipes de la MDPH, est très mobilisée sur le déploiement de réponses accompagnées pour tous. Et dans ce cadre-là, vous dire que nous avons 80% des situations très critiques et complexes sont des situations d'enfants en très grave difficulté. Donc je rebondis sur la présentation qu'a fait Madame autour de la complexité des situations des enfants dans leur parcours et les différentes ruptures. Donc là, vraiment, aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on travaille non pas forcément sur... bien sûr, on a toutes les conséquences des différentes ruptures et abandons, mais il faut aussi qu'on se concentre sur la prévention. Je suis ravie d'entendre ici et là des professionnels qui sont très engagés. J'entends là des partenariats qui sont extrêmement importants à mettre en place et j'espère que Réponse accompagnée justement nous permettra cette ouverture d'esprit et ce décloisonnement qui est si nécessaire pour avancer. Voilà, donc simplement, il me semble que à travers le plan, le projet de santé mentale et le projet Réponse accompagnée pour tous, il me semble qu'il y a là des ponts à bâtir entre nous. Et je serais ravie que la MDPH aussi puisse être force de proposition avec l'ensemble des acteurs ici dans cette salle. Et je vous remercie. Madame Leca, alors Jean-Claude... Je voulais juste dire un petit mot sur la prévention. C'est le mot de la fin, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que la prévention, c'est quelque chose de difficile à évaluer. Parce qu'effectivement, quand les choses se passent bien, elles ne se sont pas mal passées. Donc ça veut dire qu'il y a des techniques de prévention et que ça nécessite par rapport à la connivence et à la réflexion ensemble quelque chose d'extrêmement précis, de la continuité dans le temps. Il ne faut pas que ça reste un mot. Hein. Prévenir, c'est faire quelque chose. Et ça, je crois qu'il faut être capable d'évaluer ces techniques-là, il faut y penser pour pouvoir progresser. Voilà, c'est tout ce que je veux. D'accord, merci. Madame Leca, je crois que vous voulez dire un mot. C'était juste pour rebondir sur les propos de Madame. Effectivement, vous avez raison. Il y a des passerelles entre ces deux dispositifs. Enfin, ces deux, d'un côté, Réponse accompagnée pour tous et le projet territorial de santé mentale. Et bien entendu, vous êtes cordialement invité à participer au groupe de travail. Aucun souci. Au Absolument. contraire. Votre place est incontournable. Oui. 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 Je vous ai coupé, non? Non, on avait fini. Alors juste 30 secondes, parce qu'on parle beaucoup du médico-social. Je me présente, je suis Mme Gagné-Vial. Je suis directrice du foyer Bourgoin à Marzy, sauvegarde 58. Et je parle au titre de la protection de l'enfance. J'ai beaucoup travaillé avec M. Guillaume, que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais dans le médico-social. Il ne me voit pas. Tout à l'heure, une éducatrice du site de Cise, Mme Le Tourneau, je la nomme, a fait une intervention très intéressante. Je me suis retrouvée dans tout ce qui a été dit dans ce débat. Nous, au titre du foyer Bourgoin, nos missions, c'est d'accueillir des enfants. Les sites du conseil départemental nous en proposent beaucoup.
Et nous répondons par l'affirmative. Hein. Nous recevons à l'heure actuelle de jeunes enfants qui sont, alors je vais le dire entre guillemets, hors normes, c'est-à-dire que beaucoup de traitements médicamenteux, notification MDPH, et nous ne pouvons plus assurer, comme nous le souhaitons, nos missions, parce que ces enfants sont placés à 15-16 ans, à 18 ans ils sortent de chez nous sans avoir pu faire un projet qui soit satisfaisant, et ces enfants on les retrouve après au Prado, au CHRS. Et juste par rapport à l'équipe mobile du CMP de Nevers cette année, nous avons pour la première fois travaillé avec cette équipe pour un jeune qui était en très grande difficulté et pour laquelle nous avions peur de le prendre. Alors effectivement, c'était un jeune homme qui s'appelait David. Et voilà. Et finalement, grâce à cette équipe, en partenariat, on a pu effectivement se rendre compte qu'on pouvait faire un autre travail. Toujours au titre de la protection de l'enfance, mais avec un autre regard et des regards croisés, des accompagnements qui ont été d'une grande, grande qualité et d'une grande aide. Alors ça, c'est effectivement à faire perdurer. Mais effectivement, dans notre petit foyer de 18 enfants, on a aussi des enfants qui sont très touchés et pour lesquels le soin est important et pour lesquels non plus il n'y a pas de réponse. Voilà, merci. Merci à vous. Roger, tu voulais marcher là? Je disais que ce n'était pas une conclusion, c'était une invitation, puisque je vous sentais tellement captivé par cette thématique du partenariat que nous organisons le 5, 6, 7 juin à Bordeaux les Journées nationales de formation dont la thématique sera bien évidemment le partenariat. Donc, si vous êtes sur votre faim aujourd'hui, inscrivez-vous vite. Enfin, les inscriptions vont se lancer au mois de janvier. Donc, je vous invite à Bordeaux, 5, 6, 7 juin, avec la thématique du partenariat. Allez, à l'écoute de tous ces témoignages depuis ce matin, j'ai envie de vous lire trois phrases qui émanent de Roland Gori. Dans son bouquin « Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?» Je vous invite à le lire, il est vraiment très très riche et très intéressant ce livre. Donc Roland Gori dit « En politique comme en psychanalyse, un sujet ne saurait exister sans parole, sans autrui. Les changements qui se sont accomplis en psychiatrie depuis une trentaine d'années constituent un bon exemple de la crise des valeurs qui menace l'humanité dans l'homme. Les modes d'emploi et les grilles d'évaluation statistique ont remplacé le dialogue clinique et les récits de la vie. Eh bien, pas ici. Bonne pause.